décision déclenchait la colère des étudiants. Jean-Marie Le Pen va empocher l'intégralité de l'héritage considérable d'Hubert Lambert. Il passe d'un univers de petits bourgeois sans le sou à un univers de parvenus millionnaires. Il y avait chez François Mitterrand une volonté philosophique d'équilibre, mais je n'exclus pas non plus un peu de malice, car c'était l'époque où il me disait « il faut qu'on trouve les moyens de diviser la droite, il faut les diviser », disait-il. J'ai servi en Algérie, j'en suis fier, avec honneur, et j'ai été décoré. On s'aperçoit que Jean-Marie Le Pen est un bon client. Il a un ton de battleur qui passe bien, soit ce ton séduit, soit il horripile, mais en tout cas, il ne laisse pas sans intérêt. Je suis partie sans une miette de la fortune des Lambert. Je suis partie sans rien. J'ai attendu des mois et des mois de voir si ma mère était à la sortie de mon école. Et je ne la vois plus jamais. J'en avais vraiment assez de la politique. C'était devenu trop envahissant pour moi. Je suis partie très vite. Sans préavis. Quitter Le Pen, c'est pas imaginable. On ne quitte pas Jean-Marie Le Pen et on ne quitte pas le chef. On en a marre! Vous avez compris, on en a marre! Cette violence, c'était plus que de la violence, c'était de la haine, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, m'a énormément choquée. Moi, je sors mon épée et je tue Brutus, avant qu'il me tue. Le Pen ne se cache plus d'être à la tête d'un parti qu'il considère comme son jouet. Et quand le jouet lui résiste, il est prêt à le casser. Ma fille, on le sait, est liée à un des chefs de la sédition. Par conséquent, c'est un peu la loi naturelle qui porte les filles plutôt vers leur mari ou leur amant que vers leur père. On voit un Jean-Marie Le Pen qui répudie sa fille pratiquement en direct. Et moi 18. Bon. Jospin 16, d'accord. Il n'y a pas eu un signe de joie, pas eu un signe de contentement de sa part. Non, il n'était pas content. Il n'était pas content. Il a toujours dit « la retraite, c'est la mort ». Je les vois, ces gens qui arrêtent, qui chaussent leurs pantoufles en rentrant à la maison, ils sont foutus. Il y a des portraits plus difficiles que d'autres. Celui de Jean-Marie Le Pen l'est forcément. Il y a d'abord plusieurs façons de raconter l'histoire. Celle de l'étudiant agité par un patriotisme exacerbé, celle du plus jeune député de l'Assemblée en 1956, mais aussi celle du soldat plongé dans la guerre d'Algérie, qui ensuite se présentera pour la première fois à l'élection présidentielle en 1974. À près de 50 ans, le personnage a donc déjà un long passé derrière lui, mais il ignore encore qu'il va réellement imprimer sa marque dans la deuxième partie de sa vie. Une marque et une entreprise politique et familiale qui vont se construire au départ sur un double héritage, idéologique, mais aussi financier. Alors comment Jean-Marie Le Pen est-il devenu Le Pen? Comment a-t-il façonné ce parcours fait d'outrance, de combats? Et pourquoi ces dérapages ne l'ont-ils finalement pas tué politiquement? Voici le premier chapitre de cette histoire. Tout commence pour nous en 1976. Le Front National a 4 ans et Jean-Marie Le Pen, lui, en a 48. Viens, mon chien. Viens, mon gentil. Bonjour, ma belle. Les chiens, doucement. Là, ça va. On était déjà mariés depuis longtemps, on avait nos 3 enfants, on était heureux. On habitait un appartement agréable, dans un quartier agréable. Ah, ça fait du bien d'être à la maison. Le 2 novembre 1976, à 4h50, une explosion d'une violence inouïe souffle 12 appartements d'un immeuble de la Villa Poirier, dans le 15e arrondissement de Paris. On s'est précipité à la fenêtre. On était vraiment sous le choc, quoi. De la cage de l'escalier, du 3e jusqu'au 5e, était complètement n'existait plus, quoi. Et on a entendu une énorme explosion. Alors moi, j'ai pensé que c'était la fin du monde. Ça rappelait un peu les moments de la guerre, quoi.
Un des appartements détruits est celui du couple Le Pen et de leurs 3 filles. Je ne savais pas si mes filles étaient mortes ou pas, parce que toujours après une explosion comme ça, il y a une espèce de silence pesant. On s'est retrouvés toutes les 3 au milieu des bouts de verre, en train de prier dans la nuit glaciale, en pensant qu'on était seuls au monde et qu'en fait, nous étions les seules survivantes. Les parents ont été morts d'angoisse pendant un certain temps. Il n'y avait plus de chambre, il n'y avait plus de lit, il n'y avait plus rien. Et à un moment, j'ai entendu la petite voix de Caro qui me dit « Non, maman, ça va bien, on est toutes vivantes. » Je lui dis « Surtout ne bougez pas, surtout ne bougez pas. » Très vite, les enquêteurs découvrent que 5 kilos de dynamite ont été placés sur le palier de la famille Le Pen. C'était pas de l'intimidation, là, quand un immeuble dégringole, je veux dire, et avec le risque de tuer plusieurs dizaines de personnes qui vivaient dans ce même immeuble, bon, il est certain que le but était bien d'éliminer Le Pen et toute sa famille. On voulait tuer toute la famille, manifestement. Ils ont raté leur coup. Ce matin du 2 novembre, la vie des Le Pen a changé. Dès lors, rien ne sera plus jamais comme avant. On a été traumatisés quand même. Pendant des années, nous avons été très traumatisés. Et on est resté longtemps, on se réveillait à l'heure de l'explosion. Les interrogations viennent. Pourquoi on veut tuer mon père? Pourquoi est-ce qu'au-delà de vouloir tuer mon père, on veut tuer l'ensemble de sa famille? Pendant très longtemps, cet événement, cet attentat, va être un élément très fondateur de la famille. Ça a été le sentiment que nous sommes une famille, que nos destins sont liés. L'attentat de la Villa Poirier n'est pas vraiment élucidé. Les hypothèses s'entrechoquent. Alors, qui a voulu tuer Jean-Marie Le Pen et sa famille? D'abord, en 1976, Jean-Marie Le Pen n'est pas seulement un père de famille ou un acteur politique. Il est aussi, depuis quelques semaines, un héritier. Au mois de septembre 1976, Hubert Lambert décède. Hubert Lambert, qui est un richissime milliardaire qui est mort très jeune, à 42 ans. Et il décède en léguant toute sa fortune à Jean-Marie Le Pen et à sa famille. Et c'est dans ce contexte-là que se produira l'attentat inexpliqué. Certains vont échafauder l'hypothèse assez crédible qu'on ait voulu faire disparaître l'ensemble de la famille Le Pen pour que finalement l'héritage Lambert ne leur revienne pas. Car si vous y réfléchissez, Le Pen ayant fait cet héritage, il fallait tuer toute la famille. Il fallait essayer d'éradiquer les ayants droit en même temps que Le Pen lui-même. On a donc voulu tuer Jean-Marie Le Pen, et ce n'est apparemment pas l'homme politique qui était visé, mais plutôt l'héritier. Alors une tentative de meurtre par explosif pour une question d'argent et d'héritage, l'affaire mérite que l'on s'y attarde, d'autant que tout cela est loin d'être anecdotique pour la famille Le Pen. Un homme va donc bouleverser le cours de la vie de Jean-Marie Le Pen. C'est Hubert Lambert, richissime héritier des cimenteries Lambert. C'est un personnage de santé extrêmement fragile, psychologiquement fragile. Dépressif chronique et alcoolique notoire, pris à la fois de crises d'épilepsie et de crises d'éthylisme. Ça dépendait des jours. Il y a parfois des moments où il avait des propos équilibrés et sensés, et d'autres moments où il rêvait. Des problèmes de santé, mais Hubert Lambert forme également un couple étrange avec sa mère, Angèle Lambert. Inséparables, ils vivent ensemble dans leur immense propriété de Montretout, sur les hauteurs de Saint-Cloud. À l'époque, 42 ans, il vit avec sa vieille mère qui a plus de 80 ans. C'était le fils chéri de sa mère qu'il a eu très âgé. Sa mère s'occupait de tout. La mère, parfois, justement, n'hésite pas à prendre son fils dans son lit pour le consoler. C'était fusionnel, quoi. Ah oui, très. Elle adorait son fils. C'est le seul enfant qu'elle ait eu. Et puis, Hubert adulait sa mère. Il faisait attention à elle, il faisait attention à lui. On disait d'eux que le cordon ombilical n'avait jamais été coupé. Fragile psychologiquement, fusionnel avec sa mère, Hubert Lambert a une passion, la politique. Et ce sont les milieux d'extrême droite qui le fascinent. On retrouve souvent à ses côtés un certain
Pierre Sidos. J'avais des idées au-delà de l'extrême droite, on dit d'extrême France, et que certains estimaient fascisantes. Ça correspondait à ses sentiments. C'est un personnage un peu pittoresque, Hubert Lambert. C'est quelqu'un qui croit au rétablissement de la monarchie un jour ou l'autre en France. Et le milliardaire n'hésite pas à financer largement ceux qui défendent et véhiculent ses idées politiques. Chaque fois que quelqu'un lui demande de l'argent, il est très généreux et même il devance très souvent. À cette époque, Hubert Lambert cherche également un modèle politique. Hubert Lambert était un homme qui avait besoin de se trouver un modèle, qui avait besoin de se trouver un mentor. Abaisser le communisme, abaisser l'UDR, abaisser la majorité. Et ce mentor, c'est Jean-Marie Le Pen qui le devient progressivement. L'industriel voit en lui celui qui pourrait participer à l'avènement des idées nationalistes, mais au-delà des affinités politiques, d'autres liens se tissent entre leurs deux familles. Le Pen, il va chouchouter Lambert, il va s'en occuper. Pierrette Le Pen, la femme de Jean-Marie Le Pen, elle va prendre soin de la mère d'Hubert Lambert. Elle va devenir l'une de ses confidentes, elle va souvent aller voir cette vieille dame à Montretout. Je m'entendais très bien avec Madame Lambert. Elle adorait Jean-Marie, elle aimait beaucoup les filles, c'était devenu un petit peu notre famille. J'ai plus connu elle qu'Hubert. On ressentait l'affection réciproque qu'il y avait entre lui et Pierrette et Jean-Marie à l'époque. Et donc j'avais vu M. Lambert qui était très abandonné des siens d'ailleurs, ça je m'en rappelle, et qui était chez les Le Pen comme dans sa famille. Car Hubert Lambert est méprisé par sa famille d'industriels. Alors Jean-Marie Le Pen apprend à combler ce vide affectif. Le Pen va faire l'honneur à Hubert Lambert, par exemple, de lui proposer de participer au comité central du Front National. Il va aussi promettre à Lambert que le jour où il sera au pouvoir, il en fera son ministre, voire pourquoi pas son Premier ministre, etc. Donc il y a cette espèce de lien un peu étrange qui se noue à la fois sur le plan humain et puis sur le plan politique entre eux. Hubert Lambert apparaît souvent comme fragile, influençable. Mais le cimentier sait aussi manipuler son entourage. Il a une singulière manie qui va très vite s'avérer une arme. Il rédige régulièrement des testaments en faveur de l'ami du moment. Il y a un petit jeu aussi qui s'installe assez rapidement entre lui, sa mère et les milieux d'extrême droite. C'est-à-dire que, comme il est de santé fragile, que sa mère a un certain âge, ils font miroiter à plusieurs personnes le fait que peut-être qu'il pourrait être héritier. C'était une obsession, son héritage. Hubert Lambert a multiplié les testaments à diverses figures de la mouvance nationaliste. Je pense par exemple à Pierre Sidos, grande figure de l'extrême droite Algérie française. Lambert, pendant quelques mois, s'est pris de passion pour Pierre Sidos et avait rédigé un testament en sa faveur. C'est après que j'ai appris qu'il était dispensateur de son héritage concurremment vis-à-vis de personnes. Je ne sais pas s'il voulait les honorer ou s'il voulait les attacher. L'histoire avance, et une fois de plus, l'industriel va changer d'avis. Le 21 janvier 1976, il invite Jean-Marie Le Pen dans un grand restaurant parisien et lui annonce que cette fois, c'est lui qui est devenu son héritier. Hubert Lambert va rédiger un testament en faveur de Le Pen, un testament dans lequel il précise qu'il lèguera toute sa fortune à Jean-Marie Le Pen si jamais il décède. Même Lambert m'avait dit, mais écoutez, voilà, vous serez nos héritiers. Enfin, Hubert avait 42 ans à l'époque. Bon, voilà, ça passe comme ça. Mais les choses vont se précipiter. Quelques mois plus tard, c'est d'abord Angèle Lambert qui disparaît. Un décès que ne supportera pas son fils. À son tour, le 24 septembre 1976, âgé de 42 ans, Hubert Lambert meurt d'une crise d'éthylisme mêlée à la prise de médicaments. Et là, on découvre que Jean-Marie Le Pen va empocher l'intégralité de l'héritage considérable d'Hubert Lambert. Ça étonnait tout le monde parce que, notamment ceux qui avaient un testament, pour la bonne raison, c'est qu'on ignorait que Jean-Marie Le Pen le connaissait. On a été surpris. Cet héritage versé au chef du Front National touche également directement
la dynastie Lambert. Et il est certain que cet ultime testament en faveur de Jean-Marie Le Pen crée d'abord une surprise, désorganise complètement le patrimoine de toute une famille, y compris le patrimoine industriel, et qu'il va y avoir des moments de tension extrêmement violents. Il y a un héritier potentiel qui se sent lésé, c'est un cousin d'Hubert Lambert, qui s'appelle Philippe Lambert, qui va contester très vite la teneur de ce testament. Et pour tenter de faire annuler le testament, le cousin d'Hubert Lambert fait appel à l'avocat Roland Dumas. J'ai été sollicité par la famille Lambert, par Philippe Lambert, pour faire un procès à Jean-Marie Le Pen, dont il prétendait qu'il y avait un détournement de succession. Cette opération montée par M. Le Pen me paraît absolument scandaleuse. Mon cousin Germain Hubert Lambert était un garçon essentiellement influençable et se trouvait en plus sujet à pouvoir être flatté. Il a, selon vous, été influencé. Ça me paraît incontestable. C'était ça, le fond du procès, c'était au fond, cette donation a été faite hors des limites, en ce sens que le donateur était quelqu'un disons pas d'incapable au sens juridique du mot, mais quelqu'un qui n'avait pas toutes ses facultés. Jean-Marie Le Pen, Philippe Lambert vous accuse presque d'avoir en quelque sorte drogué Hubert Lambert, qui aurait ainsi rédigé ce fameux testament en votre faveur sous l'effet de calmant. Monsieur, je ne répondrai pas aux accusations de monsieur Philippe Lambert. Cette affaire est devant la justice. Il appartiendra à monsieur Philippe Lambert de faire la preuve de ses assertions. Jean-Marie Le Pen aurait circonvenu ce garçon qui n'avait pas toutes ses facultés et qu'il aurait fait ce geste sans considération pour le reste de la famille. Jean-Marie Le Pen conteste alors publiquement ces allégations. Il est bien sûr conscient que cet héritage peut changer sa vie. Mes amis Lambert ont décidé, dans la plénitude de leur décision, de me désigner comme légataire. C'est leur droit le plus strict. Ce qui est mon devoir à moi, c'est de faire respecter leur dernière volonté et aussi de défendre leur mémoire contre ceux qui pourraient l'attaquer. Il est tout à fait possible qu'il ait vraiment poussé le bouchon très loin pour convaincre Hubert Lambert et sa mère de faire de lui l'héritier et que ça n'ait pas exclu, sur le terrain sentimental, quelque chose de profond et de sincère. L'un n'empêche pas l'autre. La date du procès est alors fixée au mois d'octobre 1977. L'affaire a été fixée au tribunal de grande instance de Paris. Une audience a été prévue. Mais peu avant, surprise. Après des mois de conflit, les deux hommes se rencontrent en Suisse pour trouver un arrangement. Très peu de temps avant l'audience, j'ai appris par mon client que les deux parties, c'est-à-dire Le Pen et Lambert, s'étaient rapprochés et qu'ils avaient fait une transaction. J'ai dû retirer d'autres assignations. Elle était devenue sans objet. Ils vont se partager l'héritage, Le Pen conservant les avoirs financiers et le manoir, et puis le cousin, Philippe Lambert, finalement, lui va hériter de l'entreprise, c'est-à-dire des ciments Lambert. Chacun avait intérêt finalement à ce que l'affaire soit très vite tassée, parce qu'il y avait quand même des fonds à l'étranger. Les conditions de l'accord entre les deux parties ne seront jamais clairement établies, d'autant qu'une partie des fonds était placée en Suisse. En revanche, il y a une certitude. La vie de Jean-Marie Le Pen et de sa famille vient de changer considérablement. Tout à coup, il change de statut. Il devient un homme riche, un homme installé. Il passe d'un univers de petit bourgeois sans le sou à un univers de parvenu millionnaire. Jean-Marie Le Pen est désormais un homme riche. Et il a maintenant un fief. Montretout, cet hôtel particulier où vivaient Hubert Lambert et sa mère. Elle est placée sur les hauteurs de Saint-Cloud, un quartier très chic de la banlieue parisienne, avec vue sur tout Paris. C'est aussi une manière d'afficher une vue panoramique sur ce terrain qu'on entend conquérir. Et puis, le sens du showbiz de Le Pen dans un décor adapté, ça lui donne une espèce de stature qui va impressionner beaucoup de monde. À Montretout, l'épouse de Jean-Marie Le Pen rêve d'une nouvelle vie pour son couple et leurs 3 filles, Marie-Caroline, Yann et Marine. J'aurais préféré qu'il arrête la politique. On a des sous, on peut voyager, on peut emmener nos filles avec nous, un petit peu plus s'occuper d'elles, et on a une grande maison, c'était merveilleux d'habiter ici. Mais Jean-Marie Le Pen ne saura pas préserver l'intimité de cette demeure.
il va faire de Montretout le théâtre de son ambition politique. Ça va devenir en fait le véritable QG du Front National. Le Pen, la politique, il la ramène à la maison. Pierrette Le Pen voit surgir à tout moment du jour, de la nuit, dans sa salle de bain, des militants, des gens qui défilent, qui arrivent, tous les vieux copains qui rappliquent et qui viennent faire la fête. On vivait dans la politique quand même, hein. C'était du matin au soir et du soir au matin. Gare de triage, quoi. J'ai installé des salons en secrétariat et après ça a été l'invasion. Après, voilà, je me suis fait avoir par le, pas le tsunami, mais presque. Jean-Marie Le Pen a maintenant une famille, un parti, une fortune, un fief. Mais politiquement, il poursuit toujours sa traversée du désert qu'il a entamée au milieu des années 60. En 1981 d'ailleurs, il n'est même pas en mesure d'obtenir les 500 signatures pour être candidat à l'élection présidentielle. Alors comment quitter ce statut de leader d'un groupuscule politique? Comment exister sur la scène médiatique? Eh bien, Jean-Marie Le Pen ignore encore que c'est à l'Élysée, dans le bureau de François Mitterrand, qu'une partie de son destin va se jouer. Au début des années 80, à la télévision, les personnalités politiques que l'on voit sont Georges Marchais, Raymond Barre, Gaston Defferre ou encore Jacques Chirac. Jean-Marie Le Pen, lui, n'est jamais invité et il va finir par s'en plaindre. En 1982, il y a un congrès du Front National, le jour de la fête de Jeanne d'Arc, et aucune télévision, aucun journaliste de grands médias, aucune radio n'est présente. Un peu comme tous les ans. D'une manière assez routinière, Jean-Marie Le Pen envoie au président de la République en 1982 à François Mitterrand une lettre pour s'indigner que les médias ne couvrent pas les meetings et les manifestations du Front National. Et à la grande surprise de Jean-Marie Le Pen, le président de la République va lui répondre. Et voici la teneur de ce courrier. Palais de l'Élysée, 22 juin 1982, François Mitterrand écrit cette lettre. Il est regrettable que le congrès d'un parti soit ignoré par la radio-télévision. Elle ne saurait méconnaître l'obligation de pluralisme qui lui incombe. Je demande à Monsieur le ministre de la Communication d'appeler l'attention des responsables des sociétés de radio-télévision sur ce manquement dont vous m'avez saisi. François Mitterrand m'avait parlé de cette lettre en me disant que c'était assez injuste, que la démocratie ne doit pas s'arrêter là parce que quelqu'un vous déplaît ou tient un discours qui ne vous convient pas. Et il a décidé de faire une démarche pour rétablir les choses, rétablir l'équilibre des médias à l'égard du Front National. Et puis, la formation descend et Jean-Marie Le Pen est invité à un journal de 22 heures de TF1 quelque temps après, voilà, sur ordre. Monsieur Le Pen connaît bien le président, il lui écrit fréquemment. Et d'ailleurs, ben oui, vous allez voir pourquoi je dis ça. Si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas content de la télévision. Et si vous n'êtes pas content de la télévision, je parle de TF1 pour l'instant, bien sûr, c'est parce qu'on n'a pas parlé du congrès du Front National qui s'est déroulé le 7 et 8 mai dernier. C'est bien ça? Oui. Bon, alors, comme vous n'étiez pas content, qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez. Vous avez pris votre plus belle plume et vous avez écrit au président Mitterrand pour vous plaindre du non-respect du pluralisme sur les antennes de la télévision. Alors, monsieur Le Pen, est-ce que lorsqu'on croit à une télévision indépendante, on demande au président de vous donner un petit coup de pouce? Et c'est pas ça. Oui, quand la télévision dépend entièrement de l'État, oui. Je prends acte de la réponse du président de la République. Il a fait plus court que moi. Je lui avais écrit une longue lettre, mais je dois reconnaître que je considère, dans le sens profond du terme, la réponse qui m'a été faite, je crois qu'elle est très importante et que... Jean-Marie Le Pen prend acte de ce geste de François Mitterrand. Mais alors pourquoi le président de la République a-t-il fait ce choix? D'abord parce que les deux hommes se connaissent depuis quelques années. Depuis 1956 précisément. À l'époque, Jean-Marie Le Pen est le benjamin de l'Assemblée, sous l'étiquette poujadiste. Ils ont été parlementaires et des acteurs de la période de la 4e République. Ils ont été des opposants radicaux au gaullisme. Il n'y a pas un véritable antagonisme politique, oui, mais personnel, non, entre Mitterrand et Le Pen. François Mitterrand, lors d'un entretien que j'ai eu avec lui, m'a dit Jean-Marie Le Pen a une culture classique, c'est un bon tribun. Comme moi, il a une grande culture littéraire, je le connais, je savais que ça serait un bon tribun. Et il avait un certain respect pour Jean-Marie Le Pen en disant, à une époque où les choses se délitaient en France, le seul homme politique de droite qui fasse la politique, c'est Le Pen. Il disait, c'est un homme politique de premier plan. Mais finalement, si François Mitterrand a répondu aussi rapidement à Jean-Marie Le Pen, c'est aussi qu'il y voit un intérêt politique personnel.
Il y avait chez François Mitterrand une volonté philosophique d'équilibre, mais je n'exclus pas non plus un peu de malice, car c'était l'époque où il me disait il faut qu'on trouve les moyens de diviser la droite. Il faut les diviser, disait-il. Mitterrand est un machiavélien, donc par conséquent, s'il pensait que ça pouvait le servir, l'émergence du Front National, il l'a sûrement fait. Dans la mesure où vous fabriquiez, où vous laissiez faire une extrême droite active, intelligente, qui savait débattre, vous créiez dans ce climat une division qui nous valorisait, nous. C'était du calcul politique. Jean-Marie Le Pen vient donc de faire son apparition sur la scène médiatique. Et il va savoir parfaitement en tirer parti. Et je dois dire, en vous remerciant de m'accueillir, que je voudrais un jour de temps en temps parler aux gens qui ne se couchent pas après 11h du soir, c'est-à-dire quand même l'immense majorité des Français, soit à midi, soit à l'émission de 20h. On s'aperçoit que Jean-Marie Le Pen est un bon client. Il a un ton de battleur qui passe bien. Soit ce ton séduit, soit il horripile, mais en tout cas, il ne laisse pas sans intérêt. Le pouvoir politique n'a plus besoin d'inciter qui que ce soit pour qu'il soit invité. Il est invité lui-même, quoi. Jean-Marie Le Pen va donc tracer progressivement son chemin médiatique. Mais c'est le 13 février 1984 qu'il va véritablement entrer dans l'arène politique. Inviter Jean-Marie Le Pen à une émission comme L'heure de vérité à l'époque, c'est donner une tribune, incontestablement, à quelqu'un qui n'est encore qu'aux marges de la politique. Donc ça lui donne effectivement une tribune tout à fait inespérée. C'était un grand honneur. Et pour cette première grande sortie médiatique, Jean-Marie Le Pen met aussi en scène sa famille. Ses 3 filles et sa femme Pierrette l'accompagnent. Jean-Marie nous l'avait demandé. Il était fier de nous, je suppose. 3 filles blondes, jolies quand même. Pourquoi pas les montrer? Nous participons à cette émission parce qu'il est aussi important de montrer que nous sommes une famille unie, nous sommes une famille solidaire. Il joue beaucoup sur ses filles, sur sa femme, sur leur blondeur, pour adoucir peut-être son personnage politique. Pour le leader du Front National, l'enjeu est important. C'est l'occasion de se faire enfin connaître du grand public. Dans la cabine de maquillage, avant, Jean-Marie Le Pen me dit « J'ai l'impression que je vais repasser l'oral de mon baccalauréat ». Un examen de passage qui aurait pu ne pas avoir lieu, car cette invitation du leader d'extrême droite fait réellement débat. Dans l'histoire de l'heure de vérité, qui est quand même l'émission politique qui a duré 11 années, c'est la seule fois où nous avons voté entre nous pour savoir si on invitait ou si on n'invitait pas Jean-Marie Le Pen. Et ça a vraiment été voté ric-rac. Hein. Cette invitation, vous le savez, ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a actuellement, devant cette maison, des manifestations. Et appel au boycott, le nouvel observateur ajoute « Il aurait mieux valu l'ignorer ». Il y avait un escadron de gendarmerie, une compagnie de CRS, des bruits d'attentats. Hein, c'était... je veux dire, on avait un peu l'impression qu'on rejouait comme climat certaines phases de la fin de la guerre d'Algérie. Car au cours de cette émission, certains sujets tabous vont être pour la première fois abordés frontalement à la télévision, comme celui de la torture en Algérie. Très spontanément, un certain nombre de gens disaient « Vous allez interroger Le Pen, c'est la première fois qu'on va le faire. Il faut que vous sachiez ceci, il faut que vous ayez tel document. » Ce rapport déclare, lors de son arrestation, 2 fils électriques furent reliés au lobe de ses oreilles et le lieutenant Le Pen lui-même voyait des décharges électriques dans le corps. C'est vrai que c'est du jamais vu que des sujets aussi sulfureux soient abordés dans le cadre d'une émission politique. Scandaleux ce que vous dites là, c'est scandaleux. Sur la guerre d'Algérie, il s'est fâché. Où a-t-il témoigné de cela? Scandaleux, c'est une provocation policière. Un homme politique qui veut avoir en même temps une stature nationale et qui est directement accusé d'avoir manié la gégène et d'avoir mis lui-même les électrodes sur des corps humains, il sait bien que ça passe pas facilement. J'ai servi en Algérie, j'en suis fier, avec honneur, et j'ai été décoré. Il ne nie pas, il noie. Il ne répond pas sur ce qu'il a fait lui, il répond d'une manière générale sur ce qu'il fallait faire à l'époque pour défendre son pays. Ce soir-là, Jean-Marie Le Pen ne va pas s'en tenir à répondre aux questions. Il a la ferme intention de marquer les esprits autrement. On imaginait qu'il y aurait un moment quelque chose dont l'objectif était de casser tous les rituels. Mais on ne savait pas à quel moment ça arriverait.
Moi, je suis journaliste et je continue à poser mes questions, si vous le voulez bien. Je voudrais poser une question particulièrement sur les restructurations industrielles. C'est difficile de savoir quelle est la bonne réaction à avoir. Ça se passe en un quart de seconde. Sur le moment même, je regarde le public et j'essaye de regarder ce que les confrères ou les consoeurs, ma femme notamment, qui était dans le public, comment ils réagissaient. Monsieur, je vais vous répondre immédiatement. Merci, je vous pose ma question. Il est évident que la minute de silence n'était pas une improvisation de sa part. C'était un coup médiatique, comme on dirait maintenant. Et dans le contexte des années 80, cette minute de silence télévisée a le retentissement espéré par Jean-Marie Le Pen. À l'époque, nous sommes toujours dans la période historique de guerre froide. Le mur de Berlin n'est pas tombé. Il ne faut pas oublier que dans le gouvernement de gauche de l'époque, il y a des ministres communistes. Il existe des gens qui, de bonne foi, sans être quoi que ce soit fasciste, sont véritablement persuadés qu'après l'élection de François Mitterrand, eh bien, il y aura les chars soviétiques qui débouleront sur la place de la Concorde. Alors, Jean-Marie Le Pen a-t-il réussi son examen de passage? C'est-à-dire qu'il a été très bon, d'un point de vue télévisuel évidemment, je ne parle pas d'un point de vue politique, il a été très bon tout de suite. Le Pen va véritablement crever l'écran, avec toute la facilité dont il est capable, le sens de la provocation, et en même temps un discours extrêmement maîtrisé. Le chef du Front National est maintenant connu de tous les Français. Et ce soir-là, il élargit considérablement son électorat potentiel. Au lendemain de l'émission, le bénéficiaire, c'était Jean-Marie Le Pen, il ne faut pas raconter le contraire. Le lendemain, les journaux qui ont tout couvert quand même l'événement, ça fait de la publicité quand même. Jean-Marie Le Pen, 9,5 à 11. On a rempli les oreilles des auditeurs. Comme Le Pen le disait, ce soir-là, au minimum 1 million de voix, peut-être plus, en une seule émission. Ils ont vu déferler des centaines de personnes qui voulaient adhérer au FN, séduits par le premier passage de Le Pen à la télé. Et cette percée médiatique va se confirmer dans les urnes. Le 17 juin 1984, Jean-Marie Le Pen est élu député européen. Subitement, le Front National rentre au Parlement européen, dépasse la barre des 10% des voix, ce qui veut dire qu'il est désormais un grand parti politique. Enfin, c'était extraordinaire. On n'en revenait pas. Ça fait depuis l'âge de 26 ans, il est député, il fait de la politique, il se bat, il prend des coups. Enfin, on avait une victoire. Et à 56 ans, le leader du Front National croit alors qu'il est en train de vivre sa consécration politique. Après 30 ans de vie politique et des années de traversée du désert, Jean-Marie Le Pen connaît donc enfin le succès électoral. Mais la vie politique accapare tellement le leader du Front National qu'il en oublie sa vie personnelle et familiale. Il ne sait pas encore que c'est de l'intérieur que l'entreprise Le Pen va être déstabilisée. Le 10 octobre 1984, au petit matin, alors que la maison est encore endormie, Pierrette Le Pen quitte secrètement montre tout. Je suis partie très vite, sans préavis. Tout ça a pris la tournure d'une fuite. Elle charge une voiture de tout ce qu'elle a pu trouver, de ses affaires personnelles, en laissant beaucoup de choses derrière elle, d'ailleurs. En remplissant des sacs poubelles parce qu'il n'y a pas suffisamment de valises, et puis elle s'en va comme ça. Ça s'est passé comme ça. Elle a pris ses fourrures, donc signe qu'en effet, elle n'a aucunement envie de revenir à la maison. Pour Marie-Caroline, Yann et la plus jeune, Marine, la fuite de leur mère est un véritable choc. C'était un mercredi. J'avais école le matin. Et ma sœur est venue me chercher à l'école. Et on m'a fait sortir de cours. Et elle m'a dit, maman est partie. Et je lui ai dit, mais elle est partie en vacances, elle est partie prendre l'air, elle est partie... Non, elle m'a dit, elle est vraiment partie. Et elle m'a emmenée dans sa chambre, parce qu'en fait, quelque part, je crois qu'elle veut me mettre
devant la réalité et il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus ses affaires, tout est vidé. Marine était toute petite, elle avait 15-16 ans. Et elle a énormément souffert, Marine. Énormément. Et les autres aussi, bien sûr. Mais Marine, elle ne s'y attendait pas parce que pour elle, on représentait le couple idéal. Et son monde s'est effondré. J'ai attendu des mois et des mois de voir si ma mère était à la sortie de mon école. Je regardais dans la rue en me disant, un jour, je vais peut-être la voir, elle va passer en voiture, et je ne la vois plus jamais. Le jour du départ de Pierrette Le Pen, le leader du Front National est à Strasbourg en session du Parlement européen. Il est foudroyé par la nouvelle. Quitter Le Pen, c'est pas imaginable. On ne quitte pas Jean-Marie Le Pen et on ne quitte pas le chef. Je pensais que pour Pierrette Le Pen, le succès politique venant, le succès matériel lié à l'héritage Lambert, tout ça ne pouvait que consolider la famille et pas du tout préparer une telle explosion, un tel éclatement. Et c'est au moment où il acquiert l'opulence que sa femme fiche le camp. Donc il n'a pas compris. Il n'a jamais compris que le mode de vie qu'il proposait à sa femme ne lui convenait plus et que ça n'était plus possible. En effet, Pierrette Le Pen ne supporte plus sa vie au service des ambitions politiques de son mari. J'en avais vraiment assez de la politique. C'était devenu trop envahissant pour moi. Et Jean-Marie était de moins en moins là. Strasbourg, je traversais peut-être une phase difficile, d'un moment difficile d'une femme. Et c'est un homme qui va savoir compenser l'absence de Jean-Marie Le Pen. Il s'appelle Jean Marcilly. Il est engagé par le Front National pour écrire la biographie de son président. Alors depuis plusieurs mois, il ne le quitte plus, il l'accompagne partout comme ce jour de février pour l'émission L'heure de vérité. Et Jean-Marie Le Pen finit même par lui proposer de s'installer quelque temps à Montretout. Il lui a dit, écoutez, la maison est vaste, installez-vous. Il a installé le loup à domicile, quoi. Jean Marcilly va tellement s'intéresser en fait au devenir de Le Pen et de la famille Le Pen en général qu'il va s'intéresser de plus en plus à son épouse. Elle a été subjuguée par cet individu qui apparaissait comme une espèce de romantique du 19e siècle, qu'elle est partie avec lui, voilà. C'est une histoire tout à fait banale, de province presque, du bovarisme. C'est un coup de tête, un coup de folie, complètement idiote. Pour le chef du Front National, l'affaire devient personnellement insupportable et potentiellement préjudiciable politiquement. C'est le chef de l'extrême droite, il incarne une certaine virilité. La femme, les filles sont censées toutes se consacrer, se menhir, tourner vers un destin national. Le Front National, après tout, c'est le parti de la famille. C'est pas le parti des familles recomposées. Pour la première fois de sa vie, Jean-Marie Le Pen semble vraiment s'effondrer. Un soir, on sonne à l'interphone et c'était Jean-Marie qui venait à la maison pour me le dire. À l'improviste, comme ça. Il s'est assis dans le fauteuil et il m'a dit « Pierrette est partie ». Voilà. C'était la perte du maillon qu'il croyait le plus solide. Il disait toujours, bon, Pierrette et moi, nous sommes aussi de vieux camarades avec toute l'importance qu'il accorde au mot camarade. Après cette période d'abattement, Jean-Marie Le Pen finit par se ressaisir. Il va désormais choisir le combat. En réponse à la trahison, il engage un bras de fer sans merci pour le divorce, et en particulier en ce qui concerne leur bien commun, l'héritage Lambert. Quand il a compris qu'en fait, elle ne reviendrait pas, la vengeance a été terrible. Jean-Marie Le Pen s'est battu comme un chien. Et quand on sait l'amour qu'il a pour les procédures, alors quand en plus il y a un enjeu matériel extrêmement élevé, vous pouvez imaginer dans quel climat les choses se sont déroulées. Jean-Marie Le Pen décide d'abord de couper les vivres à sa femme. Il accumule les charges et les témoignages contre elle, et un an plus tard, le divorce va être prononcé au tort exclusif de Pierrette Le Pen. Difficile de gagner un divorce quand on quitte le domicile conjugal, quand on s'en va avec son amant, qu'on s'installe avec lui. Donc elle a perdu tous les avantages qu'elle aurait pu avoir si elle avait gagné un divorce. Pierrette Le Pen a donc tout perdu.
Elle fait cependant appel du jugement et décide, conseillée par son amant, d'utiliser les médias pour se défendre. Jean Marcy entend bien convaincre Pierrette Le Pen qu'elle a sa part de cet héritage et qu'il faut utiliser tous les moyens pour arracher à Jean-Marie Le Pen une partie de tout ça. Je suis partie sans une miette de la fortune des Lambert. Je suis partie sans rien. Et j'attends toujours, même depuis 1 an, de récupérer mes propres effets, sur quoi Maître Collard essaie de récupérer mes propres affaires. Pendant 4 ans, le divorce va s'enliser sur fond de guerre médiatique et en avril 1987, dans le journal Playboy, Jean-Marie Le Pen s'amuse même des déboires financiers de son ex-femme. Si elle manque d'argent, elle n'a qu'à faire des ménages, dit-il. Alors 2 mois plus tard, dans le même journal, Pierrette Lalanne, ex-Le Pen, va lui opposer un droit de réponse assez spectaculaire. Le 12 juin 1987, la rumeur de cette publication arrive jusqu'à Montretout. On sait depuis la nuit qu'il y a un problème avec cette publication, Playboy en l'occurrence. Il y a quelques idées sur le contenu, mais enfin évidemment il faut se procurer le plus rapidement possible le document et il va bien falloir le lui montrer. Et c'est Laurent de Saint-Affrique, alors proche conseiller de Jean-Marie Le Pen, qui se charge de cette tâche délicate. Ça s'est fait en 2 temps. Je veux dire qu'à 1 heure d'intervalle, il a été prévenu qu'il allait y avoir un problème. Et puis ensuite... Ensuite, Jean-Marie Le Pen découvre les photos, un affront direct à l'homme politique de premier plan qu'il entend être. C'est comme la première fois qu'un leader politique de dimension nationale voit comme ça son épouse, en l'occurrence son ex-épouse, posée nue, ou en tout cas largement dévêtue, dans Playboy. Donc c'est un retentissement considérable. Nous sommes au Palais Bourbon, et ce jour-là, on ne parle que d'une chose. Le numéro de Playboy, il s'arrache. Il fait les travées du Palais Bourbon, les députés se jettent sur Playboy, ça ricane, ça rigole. Le premier réflexe de Le Pen, en regardant les photos de Pierrette Le Pen, ça a été de dire au fond, c'est elle qui se dégrade, c'est pas moi. Et puis il est parti sur un autre sujet, sur le thème. J'ai eu quelques échos de l'Assemblée nationale. Il y en a qui disent, il s'emmerde pas Le Pen, elle est pas mal, Pierrette Le Pen. Mon mari m'insulte dans Playboy, je réponds avec les armes que j'ai. Il ne cesse de me harceler judiciairement, et alors je me défends encore avec les armes que j'ai. Je le fais sciemment, je règle des comptes. Maître Collard est là, c'est mon avocat, et nous ferons ensemble ce qu'il faut au moment où il faudra. On a affaire à un couple qui va offrir le spectacle de sa querelle. Et chacun va utiliser les médias pour s'insulter, pour plaider finalement le divorce sur la place publique. On voit un couple se déchirer et ne plus réfléchir. Tout ce qui les intéresse, c'est se faire du mal l'un l'autre, en prenant le monde en témoignage, quoi. C'est l'impudeur totale. J'étais furieuse contre lui, contre la politique, contre plein de choses. Et lui aussi, bien sûr, parce que c'est moi qui l'ai quitté, il était foudrage, il ne comprenait pas. Voilà, alors, donc on s'est blessé, on s'est fait du mal. Voilà, c'était horrible. Ça fait beaucoup souffrir mes filles. Je regrette. Et les 3 filles Le Pen vont dès lors inconditionnellement prendre le parti de leur père. 15 jours après la parution de Playboy, Marie-Caroline, Yann et Marine attaquent leur mère dans Paris Match. Les 3 filles ont fait des réactions publiques qui étaient extrêmement violentes. À l'époque, elle est mise au banc de la famille. Hein. Les 3 filles se liguent contre la mère et font le choix du père. Nous nous soudons autour de notre père parce que nous trouvons que c'est elle qui a tort. C'est le clan Le Pen qui exfiltre cette scandaleuse. C'est dans ce climat d'extrême tension familiale que Marie-Caroline, la fille aînée du couple, se marie à la Trinité-sur-Mer à la fin du mois de juin 1987. Mademoiselle Marie-Caroline Le Pen, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Pierre Hugues Raymond Gendron? Unique. Au moment de la lecture de l'état civil des époux,
Il est clair que Pierrette Le Pen a disparu de la vie familiale. Et Marie-Caroline Le Pen, assistante parlementaire, née le 23 janvier 1960. Car concernant la mère de la mariée, il n'y a plus aucune information. Et de Pierrette Lalin, sans autre renseignement, d'autre part. À l'église, aux côtés de Marie-Caroline et de son époux, il n'y a donc qu'une seule figure, celle de son père. Jean-Marie Le Pen va désormais tout miser sur son aîné. C'est pour Jean-Marie Le Pen l'assurance d'avoir quelqu'un à ses côtés qui fait partie de la famille, sur lequel il peut s'appuyer. Le Pen l'a incité, poussé à faire de la politique, il l'a aidé, il lui a donné des circonscriptions, il l'a encouragé, etc. et tout, parce qu'il misait sur elle pour faire vivre la marque Le Pen. On peut peut-être transmettre l'appareil, parce qu'il n'est pas question pour lui de le laisser ou de le léguer à quelqu'un qui ne fait pas partie de son clan. Alors, Jean-Marie Le Pen sort-il déstabilisé de cet épisode du divorce? Personnellement, oui, bien sûr, mais sur le plan électoral, où en est-il? Eh bien, Alain Duhamel, aucune conséquence politique de ce vaudeville très personnel, de 1986 à 1997, finalement, ça ne va pas ébranler du tout électoralement Jean-Marie Le Pen? Non, c'est d'ailleurs normal parce qu'on ne vote pas pour sa respectabilité. On vote pour sa capacité de protestation. Même alors, dans cet électorat oui, traditionnaliste, ses affaires vous savez, personnelles. dans son électorat, la fraction traditionnaliste est très minoritaire. Il y a d'abord une large assise populaire, protestataire, et c'est ça dont il joue le plus. Alors, ceux qui ont vu les articles et les reportages photos, surtout sur sa femme, par exemple, ricanent, mais politiquement, ça n'a strictement aucun effet. Électoralement, en 1986, 35 députés du Front National rentrent à l'Assemblée nationale. Il va vouloir aller plus loin, Jean-Marie Le Pen. On va parler de certains dérapages. On va d'abord l'écouter. C'était en 1987. Nous sommes le 13 septembre. Il était alors l'invité d'RTL. On l'écoute. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous vous dites, Alain Duhamel, quand d'abord vous entendez ces propos? Quelle est votre première réaction? Pour être vraiment sincère, je crois que c'est à peu près ce que j'ai entendu de pire en 40 ans. En 40 ans d'analyse politique, c'est la phrase... Je crois que c'est la phrase qui m'a le plus sincèrement choqué. Alors je voyais très bien tout son raisonnement, toutes ses hésitations, toutes ses précautions. Je n'ai pas étudié moi-même, c'est de la blague tout ça. Il savait très bien de quoi il s'agissait. Et je n'ai jamais cru que c'était spontané. Je pense qu'il avait envie de dire quelque chose de ce genre. Est-ce que c'est une réponse idéologique ou c'est un coup de com' médiatique, terrible coup de com' médiatique? Je pense que malheureusement, il est assez vraisemblable qu'il pense ce qu'il dit quand il le dit. Mais pour l'essentiel, oui, il cherche à être sur la scène médiatique le trublion. Et plus il trouble, et là Dieu sait qu'il a troublé, plus il trouble, plus au fond il est satisfait. Il y aura des condamnations judiciaires, il y aura d'autres dérapages, il y aura four crématoire, on s'en souvient en 1988. Ces excès, ces dérapages, c'est uniquement, selon vous, de la provocation? Il y a cette idée qu'au fond, il veut être le dernier défenseur d'une société et d'une France qui a disparu. Ne pas être l'homme de droite de plus? Non, il veut être une sorte de conservateur fort en gueule de la France telle qu'elle était avant les années 30, avec un empire colonial, avec une grande armée, totalement indépendante, patriote, aveugle aussi, mais ça ne l'intéresse pas. Je crois qu'il y a cette idée-là, et puis il y a une autre idée, qu'il est fasciné par son propre talent. Et donc, plus il se met en scène, plus il s'admire lui-même. Sa voix, c'est l'élément, les mots. Sa voix, sa présence, parce qu'il a une présence, on ne peut pas dire le contraire, son naturel sur une scène ou à une émission, le fait qu'il intimide aussi beaucoup, je pense que pour lui, ce sont des moments de jouissance. Alors, Jean-Marie Le Pen a donc connu des succès électoraux depuis 1986. Nous sommes désormais en 1997. Et depuis quelque temps, un homme tente de faire entendre une deuxième voix au sein de son parti. Il s'agit de Bruno Maigret, seulement pour le chef du Front National. Une seule marque, une seule voix est légitime, la sienne. Une fois encore, c'est de l'intérieur que l'entreprise Le Pen va se retrouver déstabilisée. Nous sommes le vendredi 30 mai 1997. Le dernier jour de campagne de l'entre-deux tours des élections législatives. Et Marie-Caroline Le Pen est arrivée en tête au premier tour dans la circonscription de Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne. Son père décide ce jour-là de venir la soutenir.
Au moment de son arrivée, ses partisans et un groupe de manifestants s'invectivent. Et lorsque la voiture de Jean-Marie Le Pen arrive, elle ne s'arrête pas au bon endroit. Alors que le groupe des pro-lepénistes était très identifiable, la voiture de M. Le Pen aurait dû aller s'arrêter devant eux. Ils se sont arrêtés juste en plein milieu du groupe des contre-manifestants. On aurait dû aller plus loin, rejoindre les partisans du Front National, mais M. Le Pen, pensant que nous étions arrivés à destination, au point prévu, est sorti de sa voiture. On voit Le Pen sortir de la voiture et se rendre compte d'un seul coup qu'il n'est pas au milieu de ces manifestants, qu'il ne peut pas sortir en lançant les bras en l'air comme il fait dans ce genre de situation. Jean-Marie Le Pen est furieux et immédiatement la situation tourne à l'affrontement. Tout se passe très vite, tout se passe très vite. Nous, on a vu les manifestants courir vers la voiture. À ce moment-là, moi, je me suis éjecté de ma voiture et puis son garde du corps privé est sorti également. Moi-même, j'ai été obligé de repousser donc, de la jambe un des manifestants. Et là, c'était donc la bousculade, quoi. Il est remonté vers nous, en bras de chemise avec ses gardes du corps, et tous ceux qui se trouvaient au travers du chemin ont pris qui des coups de chaussures, qui des coups de bâton. C'est là que je fais un de mes derniers clichés où Le Pen se trouve à ma gauche. Il va s'accrocher dans ma lanière, me lancer « T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là ?» etc. avec sa grosse voix hurlant, etc., vociférant avec ses deux gardes du corps. À ce moment-là, je prends des coups dans le ventre et dans les parties. Et là, il se précipite sur ma gauche. Et là, il y a Annette Polvas. Moi, j'étais très en retrait à ce moment-là. Et brusquement, M. Le Pen a dû aviser que j'étais là, que j'étais une élue. J'avais une écharpe et à ce moment-là, il s'est précipité vers moi alors que je ne demandais rien à personne. On en a marre de vous, on en a marre. Vous avez compris, on en a marre. Cette violence, c'était plus que de la violence, c'était de la haine, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, m'a énormément choquée. C'est Le Pen pris sur le vif, il se lâche. Il est à la fois exaspéré par ce climat, etc. En même temps, c'est calculé, c'est-à-dire qu'il est ravi d'afficher sa force brute, sa virilité, sa dimension de chef qui n'a pas peur d'aller au combat. Il refait toujours un peu l'Algérie, hein, Le Pen. Enfin, c'est pas l'Algérie, c'est Annette Polvas-Berjal sur le marché de Mantes-la-Jolie. Et la séquence n'est pas terminée. Les incidents se poursuivent. Tu vas voir ta pète. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD. Quelqu'un qui est un chef de parti, qui prétend à cette époque-là un jour gouverner la France, à longueur de discours de tribune, et qui fait le coup de poing. Voilà, c'est l'expression de la culture politique du Front National portée par Jean-Marie Le Pen à ce moment-là. Vous avez été l'homme quasiment jusqu'à vous-même, vous mettez la baguette. Ah bah, dans la mesure où on m'agresse, moi, j'ai jamais eu peur d'un autre homme, ni même de plusieurs. Et c'est ça la nature profonde du personnage. Ah, ça me rajeunit. Mais la contre-manifestation prend tellement d'ampleur que Jean-Marie Le Pen est finalement obligé de se réfugier dans un café avec ses troupes et sa fille. On est obligé de baisser la grille du café pour se protéger des œufs, puis des pierres. Il y avait à ce moment-là la volonté de ne pas laisser M. Le Pen repartir comme ça et de lui faire quelques taches à son costume. La police, là, ils sont casqués, bottés, prêts à sortir les lacrymos, etc. Ça commence à devenir très chaud. Marie-Caroline s'efforce alors de garder le sourire devant les caméras et les photographes. Mais elle sait bien que la visite mouvementée de son père est un véritable gâchis pour sa campagne. Il saccage la fin de campagne de Marie-Caroline Le Pen, alors qu'elle avait fait un excellent score au premier tour. Elle est atterrée, quoi. Elle voit qu'effectivement, tout son travail politique est mis par terre. Sa fille lui en veut à ce moment-là, oui. Et après, elle lui en voudra. Le président du Front National décide finalement de repartir sous la protection de son service d'ordre. Abruti, là. Et il y a une opération d'évacuation qui est organisée par son service de sécurité, par ses gardes du corps, comme peut-être jamais ils ont vraiment dû en faire une.
L'affaire de Mantes-la-Jolie fait très vite la une de l'actualité. Jean-Marie Le Pen se retrouve alors sous la menace de 2 années d'inéligibilité, ce qui l'empêcherait de se présenter aux élections européennes de 1999. Pour faire face à ce scénario, il a alors une idée bien à lui, et il va la proposer à l'Université d'été du Front National au mois d'août 1998. Il a laissé entendre, et il le confirme à Toulon, à l'Université d'été, que s'il n'est pas en mesure de conduire la liste du FN aux européennes, il choisira sa femme, Jeannie Le Pen, pour conduire cette liste. Jeannie Le Pen, la nouvelle épouse de Jean-Marie Le Pen depuis 1991. C'est son épouse que le président du Front National pourrait désigner comme tête de liste aux prochaines élections européennes. Alors c'est un choix qui surprend, parce que Jeannie Le Pen, c'est tout sauf une femme politique. Je serai un bon petit soldat, s'il faut, je le ferai à mon corps défendant, mais s'il faut, j'essaierai d'être capable d'être digne de cette mission. Il me dit, tiens, et pourquoi toi tu serais pas tu portes mon nom? J'ai dit, mais moi je suis complètement ignare en politique, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tu portes mon nom, voilà, tu serais mon étendard. Il se dit, on a voulu empêcher un Le Pen, ce sera quand même un Le Pen ou une Le Pen, le nom de Le Pen, qui portera la liste. C'est la préférence familiale. Le FN, pour lui, c'est une entreprise familiale. Ce qui compte, c'est la marque Le Pen plus que le Front National. Mais si Jean-Marie Le Pen tente d'imposer son épouse, c'est aussi qu'il a une autre idée en tête. À partir du moment où il dit « je ne vais pas y aller, mais je vais demander à Jeannie d'y aller », c'est évidemment une provocation, à l'encontre de Bruno Maigret, c'est tout à fait clair. Bruno Maigret, le numéro 2 du parti. Il ne cache plus ses ambitions depuis quelque temps. Et il revendique en cas d'empêchement du leader, la place de tête de liste. Maigret commence à monter dans l'appareil, il dirige les services qui comptent. Il met en place, à l'intérieur du paquebot, une véritable contre-hiérarchie. C'est la naissance d'une marque concurrente, en quelque sorte. Il y a toujours la marque Le Pen, évidemment, qui est la marque dominante du FN, mais il y a une autre marque qui commence à s'imposer, c'est la marque Maigret. Il a cherché à prendre l'appareil du front, petit à petit. Et à l'Université du Front National, Bruno Maigret va vouloir aller plus loin, en affichant sa différence. Je pense que la candidature de Jeannie Le Pen n'est pas une bonne idée et je suis moi-même candidat à cette responsabilité. Je pense qu'à ce moment-là, il tombe dans un piège tendu par Jean-Marie Le Pen, qui sait parfaitement comment provoquer Bruno Maigret. Vous savez, au Front National, c'est le président qui établit la liste des européennes et qui la conduit, en général. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que cela change. C'est la première fois que Bruno Maigret sort du bois et officiellement affiche une ambition rivale et susceptible de contrecarrer les plans de Le Pen. Maigret fait sans doute une erreur, là, de précipitation. En tout cas, le coup qu'il lui porte est jugé comme une trahison. Il a trahi parce qu'il était trop ambitieux, il voulait vite gagner. Alors Jean-Marie Le Pen va en profiter pour remettre les points sur les i et rappeler qui est à ses yeux le chef incontesté du parti. Il n'y a qu'un seul numéro au FN, c'est le numéro 1, élu à l'unanimité par le Congrès. Il hurle ça en plein soleil à la tribune, tandis que tout au fond, à l'une des tables du banquet, Maigret est tout recroquevillé avec quelques-uns de ses fidèles, il fait semblant de ne pas entendre. Si Dieu me prête vie. C'est le Führerprinzip. Le principe du Führer, c'est le chef qui décide et sa volonté doit s'imposer à tous. Le parti en interne n'est pas démocratique. Et les choses ne vont pas en rester là. La fronde a même pris de l'ampleur. Le 5 décembre 1998, à la Maison de la Chimie à Paris, c'est l'heure du Conseil national du FN, un conseil national qui va tourner à l'affrontement entre le péniste et maigretiste. Du matin au soir, le FN va laver son linge sale en famille et dans ce huis clos, ils vont se balancer à la figure tous ils se reprochent les uns les autres. On est dehors, on entend que ça se passe très mal, on entend des cris à travers les fenêtres. Des partisans de Bruno Maigret enregistrent alors clandestinement ce conseil. Au milieu des hurlements, Jean-Marie Le Pen a pour la première fois du mal à se faire entendre au sein de son propre mouvement. N'est pas la convention de la Révolution. Et une minorité activiste de l'improbable décision
La crise est d'une extrême violence. Des cadres politiques se rebellent dans une assemblée où, d'ordinaire, tout le monde rampait devant le chef. Je suis le président élu à l'unanimité par le Congrès. Est-ce qu'il faut parler du complot qui est en cours? Ça dérape. Le Pen est tué, il est sifflé, il est conspué. C'est la première fois. Je demande à mon secrétaire départemental du 94, salarié du Front National, de bien vouloir ne pas m'interrompre. Et toi? Évidemment qu'il voulait prendre la place de Le Pen. Il s'était dit, voilà, on arrive le 5 décembre 98, on prend la place de Le Pen, on les fout en l'air le jour même, et puis on y va. Il dit, mais vous n'aurez pas le Front National. Voilà, vous n'avez aucune légitimité pour cela. Et à l'issue de cette journée de crise, cette fois, le Front National explose. Jean-Marie Le Pen n'hésite pas à appuyer sur le bouton qui va faire imploser son parti. À ma demande, le bureau exécutif a suspendu de leur qualité d'adhérents, en attendant leur comparution devant nos instances disciplinaires, messieurs Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Olivier, Franck Timmermans, Serge Martinez. On a tous été exclus, bien sûr, oui, nous avons tous été exclus. Pour rester seul maître à bord, Jean-Marie Le Pen vient donc d'hypothéquer l'avenir de son parti. Il était amputé de la partie de ses cadres qui était probablement la mieux formée idéologiquement, la plus active, et qui, de manière non accessoire là aussi, était souvent la plus jeune. Plus des 2/3 des élus du Front National vont suivre Bruno Maigret. 70% des responsables de fédérations, donc des départements, vont suivre Bruno Maigret. L'essentiel des militants vont suivre Bruno Maigret. Le mouvement est complètement tué, il est désorganisé. Ce qui me différencie de César, vers lequel s'approchait son fils spirituel Brutus, le poignard à la main, moi je sors mon épée et je tue Brutus avant qu'il me tue. Le Pen ne se cache plus d'être à la tête d'un parti qu'il considère comme son jouet. Et quand le jouet lui résiste, il est prêt à le casser. Et l'affaire politique va même tourner au déchirement familial. Car Marie-Caroline, la fille préférée, celle qui avait été adoubée comme l'héritière, vit en couple avec un proche de Bruno Maigret. Et elle va choisir le camp de son compagnon contre son père. Marie-Caroline, lui, son compagnon, participe donc à la scission où elle est elle-même exclue du Front National. Elle est enceinte du bras droit de Bruno Maigret qui va devenir son mari. Donc si vous voulez, je veux dire, au-delà même des options politiques qui étaient les siennes, voilà, elle suit évidemment son noyau familial qui n'est plus le nôtre. Comme sa mère 15 ans plus tôt, Marie-Caroline quitte alors Montretout sans préavis. Du jour au lendemain, elle fait ses bagages. En 48 heures, ils ont déménagé. Ça a blessé Jean-Marie. Il a dit, elle est comme sa mère, c'est une femme lune. Elle est partie par passion pour un autre, et là pour un homme qui ne m'aimait pas. C'est une chose d'autant plus douloureuse quand on sait la confiance en plus que Le Pen avait en Marie-Caroline. Et comme avec son épouse, la guerre entre le père et sa fille va prendre une tournure médiatique. Avant la mort du père, votre propre fille, votre fille aînée, Marie-Caroline, vient elle aussi de se rallier à elle. Cette idée d'un congrès extraordinaire, elle veut quand même pas la tête de son père. Elle. Oui, j'ai l'habitude des trahisons familiales. On voit Jean-Marie Le Pen qui répudie sa fille pratiquement en direct. Ma fille, on le sait, est liée à un des chefs de la sédition. Par conséquent, c'est un peu la loi naturelle qui porte les filles plutôt vers leur mari ou leur amant que vers leur père. Le père et la fille vont donc se déchirer publiquement, mais également sur le plan privé. Avec tout d'abord la SERP, la société d'édition de disques qu'avait créée Jean-Marie Le Pen dans les années 60. Il avait confié la gestion de cette société à sa fille. Marie-Caroline ne veut pas rendre la SERP et surtout et les fonds, tous les disques d'origine, enfin toute la vie. En même temps, il y a quelque chose d'affectif, là, complètement affectif de Le Pen par rapport à cette société.
Donc il y a une audience au tribunal de commerce où on a tout à coup Le Pen contre Le Pen, quoi. Le Pen a poussé tout ça jusqu'à une liquidation, y compris à perte d'ailleurs. Il a préféré couler le truc plutôt que de faire la moindre concession à la fille qu'il avait trahie. Pour des raisons fiscales, Jean-Marie Le Pen avait aussi mis au nom de Marie-Caroline une partie de la maison familiale de la Trinité-sur-Mer. Marie-Caroline, une fois qu'elle est partie, a refusé de rendre la maison. Donc il y a eu un procès, Jean-Marie Le Pen a perdu, et Marie-Caroline a gardé la maison. Elle l'a vendue d'ailleurs depuis à des inconnus. Une fois encore, Jean-Marie Le Pen semble KO politiquement. De nouvelles querelles familiales se sont invitées sur la place publique. Un contre-pouvoir interne le prive d'une grande partie de ses cadres. Tout semble donc indiquer que la prochaine présidentielle pour le leader du Front National sera celle de trop. Mais le scénario va être bien différent. De choisir. Depuis 8 heures ce matin, les bureaux de vote sont ouverts pour le premier tour de la présidentielle. 64 000 bureaux pour 40... Le 21 avril 2002, la France vote. À voter. Les électeurs ont le choix entre 16 candidats, mais tout le monde s'attend à un deuxième tour classique. Le matin du 21 avril, personne n'imagine vraiment qu'il puisse y avoir une surprise. Tout le monde anticipait sur un second tour entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. On ne se posait pas d'autres questions. L'affaire est pliée. Il faut même d'abord Chirac. Il est plié pour lui, il est gagné pour nous. On sera devant lui. Ça, c'est des pourpoints. On avait senti, dans les derniers sondages d'avant-premier tour, un frémissement du candidat Le Pen. Mais au second tour, personne ne l'y voyait. À 74 ans, Jean-Marie Le Pen vit sa 4e candidature à une élection présidentielle, presque une routine pour lui. Nous avons déjeuné vers 9 h du matin. Il a lu la presse. Nous sommes allés voter à Saint-Cloud, je crois, vers 11 h. Mais très vite, le président du Front National semble comprendre que quelque chose va se passer. Je reçois un coup de téléphone de, je crois, la Nouvelle-Calédonie, où les premiers résultats tombent. Donc je lui passe la communication. Et à partir de là, il me dit, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'en effet, je crois que les voix avaient plus que doublé. Ah. Là, il a dit, tiens, là, j'ai pensé, mais est-ce que ce serait pas une réussite plus large ? En attendant les résultats, Jean-Marie Le Pen passe l'après-midi dans la maison où il vit avec sa femme Janie, à Rueil-Malmaison. On est venu boire un verre, 5 ou 6 ou 7 ou 8 personnes, boire un verre en mangeant des petits sandwichs au jambon dans le jardin. Il faisait beau, je me souviens. Et c'est tout. Bon, il s'est retrouvé seul, il veut être tranquille. Au fur et à mesure que la journée avance, la tendance en faveur du président du Front National se confirme. Vers 5 h, il a reçu un coup de téléphone d'une amie, une dame, qui était maire d'un village, qui reflète toujours à peu près le score final. Et cette dame a téléphoné, écoutez, Jean-Marie, il faut que je vous dise, chez nous, vous êtes le meilleur score. Ensuite, il m'a dit, on va se préparer, on va y aller tôt, au bureau. Nous partons vers 18 h 30 au paquebot. Et là, en effet, encore dans la voiture, on reçoit encore des coups de téléphone qui pressentissent, si vous voulez, le résultat. Au paquebot, le siège du Front National, les journalistes présents commencent aussi à recevoir les premières estimations des instituts de sondage. Vers 18h20, 18h30, on commence à avoir cette information que des premiers dépouillements, Le Pen pourrait être au second tour. Bon, on attend de voir. On sent une certaine fébrilité. Si jamais il y avait des événements importants, il va falloir constituer rapidement une cellule. Oui, tu m'as dit, moi je serais à disposition. Au deuxième tour, en toute hypothèse. Oui, mais... Là, monsieur Le Pen, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. On dit que c'est le grand soir, alors pour vous ce soir. On dit ça. Nous arrivons au paquebot. Une foule incroyable de voitures, de caméras. J'ai jamais vu une chose pareille. Et moi, sur les côtés. Et moi, 18. Bon. Jospin 16, d'accord.
Ok, ça marche. Avant 19h, Ipsos nous a dit, voilà, maintenant c'est irrémédiable. La tendance ne faisait que s'accentuer. Marine Le Pen est déjà au siège du Front National et elle ignore encore que la tendance s'est confirmée. Il me fait un clin d'œil. D'accord, c'est pas très révélateur. Et je le vois s'engager dans l'escalier, monter dans le bureau. Il me dit, j'ai quelque chose à écrire. Je suis monté dans son bureau. Il me refait un clin d'œil, mais appuyé. Et je dis, mais... Et il me dit, on y est. 19h10, l'information est confirmée. On a les chiffres, on apprend que voilà, Le Pen sera vraisemblablement au deuxième tour. Devant Jospin, oui, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Voilà. J'y crois pas. Je me dis, non mais c'est pas possible. Les résultats des dom-toms, ça va changer la donne, on va repasser derrière. Il est 20h, voici notre estimation. J'attends, comme tout le monde, dans la grande salle, devant l'écran de télévision. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Évidemment, c'est l'explosion de joie chez eux quand les images apparaissent à 20h. Chirac, Le Pen. Je me rappelle, ils étaient tous en armes. Marine était très émue. Ça a été une grande soirée de bonheur, ça, ouais. C'est une ambiance incroyable, des cris, du champagne partout, des chants. Une ambiance de folie. Mais au même moment, dans le bureau de Jean-Marie Le Pen, étrangement, l'atmosphère est très différente. Avec 17,9% donc des suffrages. Mais lui, n'a manifesté presque rien. Il n'y a pas eu un signe de joie, pas eu un signe de contentement de sa part. Il a eu un visage, au contraire, extrêmement fermé. Non, il n'était pas content. Il n'était pas content. À quoi pense le président du Front National en cet instant de consécration? Pourquoi a-t-il, à ce moment précis, cet air si grave? Ce soir-là, 2 journalistes sont présents dans le bureau de Jean-Marie Le Pen, et chacun a son point de vue. Il a ce qu'il attendait depuis très longtemps, juste au moment où son appareil est complètement affaibli. Il n'a jamais réussi à remonter la scission de 99. Il n'avait pas les états-majors, il n'avait pas les troupes, c'était un homme seul. C'était pas les quelques mecs qu'il y avait au Front National qui avaient fait une prise de pouvoir. Donc il n'a rien de prêt, rien. Il n'y a rien dans les cartons, rien de prêt. Vous allez le truc quand même. Vous allez y aller un peu. Non, on n'est pas prêt. On n'était pas prêt d'abord parce qu'on n'en avait jamais vécu. Donc tant que vous n'en avez jamais vécu, vous n'êtes pas prêt. Et donc il sentait que tout ça était trop tard dans sa vie. 10 ans avant, bon, il y avait encore la force. Mais là... Jean-Marie Le Pen a du mal à dissimuler sa mauvaise humeur. Et dans sa première réaction télévisée, il ne parle que de défaite et non de victoire. Eh bien, je crois que c'est une grande défaite des deux leaders de l'établissement. Son but, c'était quoi? Arriver juste derrière Lionel Jospin et ensuite peser sur le deuxième tour pour faire battre Chirac. Et avoir tout un jeu qui se réouvre, comme ça a été le cas au début des années 80 avec l'arrivée de François Mitterrand. Manque de bol, il bat Jospin. Il y a toutes les voix de gauche qui vont se trouver complètement désemparées par ce deuxième tour. Certains vont peut-être aller voter Jacques Chirac, d'autres vont sans doute s'abstenir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces électeurs de la gauche? Jean-Marie Le Pen. Et qu'est-ce que vous avez... voteront Jean-Marie Le Pen parce que vous distinguez comme ça arbitrairement, vous partagez les électeurs entre électeurs de gauche et électeurs de droite. Il sait déjà ce qu'il attend. Il sait que si vraiment l'électorat de gauche va aux urnes pour voter Chirac, plus les électeurs de Chirac, il sait qu'il va faire un score misérable. Car au soir du 21 avril, dans toute la France, les foules s'emparent de la rue pour manifester immédiatement leur hostilité aux leaders d'extrême droite. Aux dernières nouvelles, le cortège se dirigerait plutôt vers République Maintenant. Et il est en train de comprendre le soir même
qu'il y a toutes les chances qu'il ait assuré comme ça la réélection extrêmement facile de Jacques Chirac. Il faut que le score de Le Pen pour l'honneur de la France soit le plus faible possible. Et c'est ça l'enjeu qui est maintenant devant nous. Vous voterez Chirac? Je le ferai. Formellement, je viens de vous le dire. Pour Le Pen, c'est une catastrophe. Chirac, c'est le pire des traîtres. On sait que Chirac n'a jamais voulu recevoir officiellement dans un palais de la République Jean-Marie Le Pen, qu'il a toujours méprisé absolument. La France ne peut attendre. Voici venu le temps du sursaut démocratique. Et il savait que ce 21 avril, Chirac allait faire un score hallucinant. Parce que la République est entre vos mains. Alors c'est vous, Serge Moati, qui filmez ce visage, le 21 avril 2002, aux alentours de 20h, ce visage d'un homme finalement presque désemparé. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Vous dites que ce résultat, il arrive d'abord trop tard pour Jean-Marie Le Pen, c'est ce que vous ressentez? Il a 74 ans. Il a 74 ans. Il fait de la politique depuis très longtemps. Très longtemps. D'où cet affaissement, d'où cette à la fois gravité, mélancolie, et en même temps il se dit comment je vais faire maintenant. Il y a la profession de foi à écrire, il y a organiser des troupes. Donc on entend en bas la clameur des centaines, peut-être des milliers de gens et en le bas. Contraste qu'il y a dans ce petit bureau où vous êtes. Lui dans ce petit bureau enfermé, avec tout ce qui reste à faire et comment le faire. Vous êtes un homme de gauche, on sait, proche de François Mitterrand, et vous vous retrouvez aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Il y a une forme de fascination, forcément? Non, pas de fascination, d'intérêt réel. D'intérêt réel pour un homme qui a fédéré l'extrême droite nationale. Moi, j'ai été élevé dans l'anti-lepénisme absolu, enfin, évidemment, enfin, ça va de soi. Et je me retrouve dans une situation de grande proximité avec lui. On parle de poésie, on parle de littérature. Il me rappelle par moments Mitterrand. Donc un homme cultivé. Très cultivé, et ça a énervé tout le monde quand j'ai dit ça. Je me suis fait traiter. Oui, vous avez dit sympathique. Oui, je maintiens. Quand vous dites sympathique, qu'est-ce que vous trouvez de sympathique? Il est marrant, il fait des blagues, il est très cultivé, il raconte des anecdotes, il raconte des souvenirs. C'est-à-dire qu'il a un côté assez chaleureux. C'est pas un homme froid, c'est pas un techno. Il est de la grande tradition des politiques romanesques. Et moi, je suis dans cette attitude-là comme un cinéaste plus que comme un journaliste. Alors justement, vous, ça ne vous trouble pas à l'intérieur? Ça me bouleverse. Ça me bouleverse à l'intérieur. Comment voulez-vous que ça ne me trouble pas? On le sait tous, enfin des phrases qui résonnent encore à nos oreilles comme des scandales. Évidemment, pour moi aussi, qu'il suffit de déporter, qui suis juif, etc. Le détail, je ne peux pas oublier le détail. Comment voulez-vous que j'oublie le détail? C'est pas parce qu'un mec dit des choses, c'est pas parce qu'un monsieur dit des choses comme ça, qu'on ne peut pas, en même temps, dire mais putain, mais il est pas antipathique en même temps. Vous voyez, c'est ça la vie et la complexité de la vie. La complexité, c'est aussi que ça, les pires instincts, il les flatte avec ces déclarations-là, avec ces phrases-là, et ça ne lui fait pas perdre dans les différents... Au contraire. Ça lui fait pas perdre, c'est un signe de rassemblement. Mais c'est un type qui, à une époque où la politique est d'une fadeur absolue, enfin, je veux dire, par moment, enfin, etc., il a incarné quelque chose et il a dit quelque chose de très important sur l'identité nationale. Et ceux qui n'ont pas senti ça, n'ont pas compris à quel point c'était important que quelqu'un dise, avant tout le monde, que la nation, ça voulait dire quelque chose. Enfin, vraiment, même d'une manière agressive, même d'une façon pas bien, etc. Il a posé la question de l'immigration. Ça veut dire quoi, l'immigration? Ça veut dire quoi, la fragilité de l'identité nationale? Ça veut dire quoi? Et c'est important de l'avoir posé en ces termes, lui, et termes qu'il fallait, évidemment, combattre. L'extrême droite a toujours existé dans ce pays, toujours. C'est un vieux fond culturel, un vieil héritage culturel. Ça veut dire qu'elle peut perdurer au-delà de Jean-Marie Le Pen? Évidemment qu'elle peut. Et vous allez voir. Surtout si elle s'appelle Marine Le Pen? Si elle s'appelle Marine Le Pen, vous allez voir. Vous allez voir, on peut avoir des surprises comme le 21 avril avec Marine. Le 21 avril 2002 est donc un tournant dans la vie de Jean-Marie Le Pen, son apogée politique. Et c'est à ce moment-là qu'il choisit de lancer sa dernière fille, Marine Le Pen, dans cette arène médiatique qu'il affectionne tant. Les Français vont donc la découvrir ce soir. Nous sommes le 5 mai 2002. Je suis dans un couloir, à la vigie me dit on n'a pas assez de personnes pour aller sur les plateaux, il faut qu'on en ait partout, sur toutes les radios, etc. Il faut absolument que tu y ailles. Je dis ça va pas, non. Je suis directrice du service juridique, moi. Je vais sur le plateau pour... Il me dit non mais c'est comme ça, il n'y a pas de discussion, il n'y a plus que toi, donc tu y vas. Le président a dit tu y vas. Bon, j'y vais. Voilà, j'y vais. C'est une forme de test aussi pour lui. Il va voir ce que ça donne. N'imaginiez, j'imagine tout de même pas que votre papa allait être élu ce soir.
Écoutez, nous avions quelques raisons de l'imaginer avant effectivement de voir la France se transformer en camp de rééducation psychologique, ce qui a été le cas depuis 15 jours. Je crois qu'à l'époque, il n'y a pas d'idée de passation du pouvoir. Il y a l'idée de mettre à l'épreuve. C'est le 15e anniversaire de la mort de Dalida et je trouve que la classe politique lui rend un vibrant hommage. C'est parole, parole, parole. Et le test semble satisfaisant aux yeux de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen, qui est une enfant aussi de la génération de l'audiovisuel, qui de toutes les façons a toujours vu son père faire, eh bien, est tout à fait à l'aise, hein, comme un poisson dans l'eau, face à la caméra. On leur a dit que si Jean-Marie Le Pen était élu, les rivières s'arrêteraient de couler, le soleil ne se lèverait plus, ce serait le début de l'ère glaciaire. Tout d'un coup, ça devient, comme on dit, une cliente. Et hop, elle est invitée partout. Voilà, on s'arrache Marine Le Pen. Et peu à peu, Marine Le Pen va s'imposer comme l'héritière naturelle du Front National. On ressemble beaucoup à son père, dans le caractère, dans les gestes. J'accuse l'UMPS de livrer nos compatriotes à une insécurité sociale, physique et aujourd'hui sanitaire destructrice. On dit, tiens, ça y est, voilà, il y a quelqu'un qui s'exprime un peu comme le père, enfin, avec les outrances en moins. Elle est son père, moins la culture politique, moins le passé de l'extrême droite. À partir de là, elle peut offrir à la marque Le Pen une forme de lifting. Et Marine Le Pen va s'employer à moderniser et à lisser l'image de l'entreprise familiale, tout en restant fidèle à l'idéologie de son fondateur. Je pense qu'elle est dans la ligne droite de son père, tout en étant elle-même, avec ses enfants, sa féminité, sa jeunesse. N'aurait-elle que 10% de l'expérience de son père captée à la table familiale, en quelque sorte? C'est largement suffisant pour faire illusion un certain temps. Seulement, Jean-Marie Le Pen est-il vraiment prêt à passer la main? Durant plusieurs années, la réponse a été clairement non. Il a toujours dit « la retraite, c'est la mort ». Je les vois, ces gens qui arrêtent et qui chaussent leurs pantoufles en rentrant à la maison, ils sont foutus. Dans 10 ans, vous le voyez comment, le Front National? Dans 10 ans, je vais vous dire ça, je le vois plutôt bien parti. Avec qui à sa tête? Ah, j'en sais rien, peut-être Le Pen, qui sait. Vous avez vu... Jean-Marie ou Marine? Jean-Marie, pourquoi pas? Vous voulez m'enterrer, je suis pas mort. C'est pas évident, enfin, je veux dire, c'est sa chose, c'est son bébé, c'est lui qui l'a créé. Il n'est pas un président du Front National, il est le seul président que le Front National ait connu. Mais à 82 ans, Jean-Marie Le Pen sait qu'il n'est pas éternel. Alors il lui faut bien envisager l'après. Même s'il se refuse à l'adouber officiellement, le jour où il annonce qu'il n'entend plus se lancer dans une nouvelle course présidentielle, il choisit de poser devant un photographe. Et qui retrouve-t-on à ses côtés? Marine, bien sûr. Il a dû avoir une sorte de jalousie par moment. Enfin, à la fois, ma fille était patente, et bien, parce que c'est la fille qui n'a pas trahi, en plus, c'est la fille qui n'est pas... Il ne faut jamais oublier ça. Et il l'aime, quoi. Je crois qu'il l'aime beaucoup. Mais c'est sa mort qu'il voyait inscrite aussi. Sa disparition. Finalement, pour Jean-Marie Le Pen, la seule issue supportable, c'est sa fille. Il a fini par se laisser convaincre que probablement c'était la meilleure solution. C'est la solution qu'il souhaitait pour la raison que l'on sait, la conservation de la marque, le fait que s'il y a encore quelque chose à gratter un jour, ça restera dans la famille et que ça passe pas chez les étrangers. Tout au long de ces années, le clan familial s'est divisé, déchiré. Mais l'essentiel pour Jean-Marie Le Pen, c'est aujourd'hui la transmission. Faire perdurer la marque Le Pen. Un jour, il y a bien longtemps, nous étions sur la terrasse du bureau de Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud. Il m'avait dit ce jour-là, mais en regardant en l'air, comme si on regardait la marque Le Pen s'étalant sur une usine, vous voyez. Qu'est-ce que ça peut valoir tout ça? Bon, il regardait le ciel. Mais il voyait le siège du mouvement avec une énorme pancarte Le Pen. C'était un siège social, c'était pas un parti politique. C'était l'équivalent d'une usine familiale, le fondateur, qui a eu l'idée de génie, qui l'a commercialisé, qui a fondé quelque chose destiné à durer des siècles.
Voilà pour cette histoire faite de zones d'ombre et de zones peut-être un peu plus clarifiées désormais. Celle d'un homme qui laisse son entreprise et sa marque en héritage. Le Pen de père en fille, c'est désormais l'actualité qui nous racontera la suite. Merci à vous et à très bientôt.